Salut à tous, bande de 8 bits, c'est Bafoulio, je vais vous parler de la MJC Pixel Event qui s'est déroulée le 9 et 10 mai. Vous aurez droit à un tour des consoles jouables, un quiz, de la conférence, du cosplay et des petits bonus. La MJC Pixel Event, le reportage, ça commence dès maintenant. Nous allons commencer par un petit tour des consoles jouables. On a pu retrouver de la NES en passant par la PS2, bref, toutes les vieilles consoles encore résistantes étaient là-bas.
Pendant ces 2 jours, il y a eu de la conférence sur le 8. Bon, désolé de la qualité, mais les projecteurs de la salle de conférence étaient en panne au début. Et après, je vais vous parler en live du quiz qu'il y a eu ce samedi. Tiens, on va faire tous comme ça. Et bonjour, comment ça va? Bon, je vais commencer à vous présenter le temps que j'espère on trouve la lumière. Nos intervenants à la lampe torche. Nicolas. Nicolas est développeur de jeux vidéo. Il nous vient de Lille, c'est bien ça? Je suis en train de te pousser à la gueule. Tu nous viens de Lille, c'est bien ça? C'est pas du tout ça, c'est d'où tu viens? Tu es belge, toi? Oui. C'est ton collègue qui est de Lille? Il est de Boulogne-sur-Mer. De Boulogne-sur-Mer, je vais me coucher, moi, putain. Oula, Boulogne-sur-Mer. Bah, c'est dans le nord, quoi. Enfin, pas toi, t'es dans le nord. Bien. Et Boulogne aussi, ta gueule. Un autre Nicolas, juste à côté, qui représente, vous pouvez prendre le micro pour dire bonjour aux gens. Bonjour. Qui vous pouvez retrouver avec son stand qui est au milieu de la cour de la lycée Prévert, qui représente aujourd'hui les éditions Pixel Love. Je n'ai pas dit de bêtises là. Hein. Non, aucune bêtise. Édition référence s'il en est dans l'univers du rétro gaming et de l'histoire du jeu vidéo. Là, je pense que je ne me suis pas trompé non plus. Alors n'hésitez pas à aller le rencontrer juste après cette petite conférence. Juste à côté, il y a Tony qui est vice-président de l'association Rétro Taku. Bonjour. Et un des membres fondateurs de cette association. C'était en 2008, hein, c'est bien ça? C'est ça. Bon, et qui est toujours là. Voilà, il n'est pas fatigué, il vient toujours là. Merci. Allez, on va juste poser pendant une petite vingtaine de minutes un petit peu la question de savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle de rétro gaming autant, et que c'est autant d'actualité de parler rétro gaming. Donc, juste avant de démarrer cette question, je vais juste demander aux différents intervenants de nous expliquer un tout petit peu qui ils sont, qu'on puisse savoir un petit peu quel est votre rapport aux jeux vidéo et au rétro gaming. On commence avec Nicolas. Voilà, t'as un micro ici. Bonjour à tous. Mon rapport avec le rétro gaming, c'est que je suis vieux et que j'ai commencé à jouer il y a longtemps et que je joue encore avec mes vieilles consoles, mais aussi avec les nouvelles. Et donc voilà, et mon autre rapport, c'est le fait que je fais un jeu sur Dreamcast, et donc ça aussi c'est un peu rétro. Alors, on aura une autre conférence tout à l'heure à 18h dans laquelle on parlera plus en détail du développement de ce jeu que vous pourrez découvrir tout au long de ce week-end. Juste à côté, un autre, Nicolas. Donc on l'a compris, les éditions Pixel Love. Est-ce que tu peux nous les présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc je suis le commercial des éditions Pixel Love. C'est vraiment de la nostalgie, c'est vraiment une Madeleine de Proust. On aime ça, on essaie vraiment de perpétuer cette tradition qui est vraiment le jeu vidéo. Et on a tous eu un petit souvenir avec le fameux ours en peluche. Nous, c'est avec un pixel, enfin plusieurs pixels, et ça reste vraiment de la nostalgie, et on aime ça, tout simplement. Mon cher Tony, peux-tu te présenter toi et puis aussi rapidement, évidemment, l'association pour les gens qui ne la connaîtraient pas ici? Donc Tony, bonjour. Donc vice-président de l'asso Rétro Taku. Rétro Taku c'est quoi? Donc c'est de l'événementiel au niveau local, tout simplement. Nous ce qu'on aime c'est faire partager notre passion du rétro gaming, donc faire découvrir des vieilles consoles aux personnes qui les connaissent pas forcément. C'est du partage, tout simplement. Nous la nostalgie elle joue au niveau convivialité. Eh ben c'est impeccable, je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère. En tout cas, il y a du monde déjà dès le début, ça nous fait plaisir. Voilà. Allez, on va essayer de se poser la question, tiens, puisque tu as le micro, Nicolas, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on édite autant de livres, qui ont autant d'actualité, d'après toi, autour du rétro gaming? Comment des consoles qui ont 40, 30 ans, 20 ans puissent être autant d'actualité aujourd'hui? Alors ça va être très facile, on va juste parler de chiffres pour faire simple. Avant, il y avait le cinéma et la lecture. Maintenant, en termes de chiffres, c'est le jeu vidéo. En Europe, c'est le premier média en termes de chiffres. C'est triste, mais c'est comme ça, heureusement ou malheureusement. Là, c'est un autre débat, ça va être très long. Donc, toutes ces personnes ont joué à ça. Il y en a qui avaient 40 jeux avec leur console, il y en a d'autres qui en avaient juste un, voire deux. Mais si j'exprime le mot NES, Nintendo Entertainment System, ou Super Nintendo, ou Mega Drive, tous ceux qui ont connu cette époque, ils ont les yeux qui brillent un peu. Et toute cette nostalgie est vraiment très importante. C'est pour ça que le domaine du rétro est quelque chose d'immense. C'est comme Tintin. Je dis Tintin à mon grand-père. Tintin, c'est pareil. C'est notre jeunesse, c'est notre histoire. Il faut vraiment le perdurer, tout simplement. Alors justement, on voit, quand on découvre des manifestations comme ça, que voilà, on a des gens d'âges très différents ici, des personnages ont traversé le temps très clairement, et on voit bien dans vos éditions, pour exemple un ouvrage de Sony que je vous ai acheté il n'y a pas longtemps, que ce personnage-là, par exemple, il était dans les années 80, et il est toujours là aujourd'hui. Parce que justement, ça montre qu'il y a un pont et une histoire du jeu vidéo qui a réellement un vécu, une progression dans ce qu'est ce média jeu vidéo, et que voilà, il y a eu un début, et que c'est encore en train d'évoluer, mais que certains ont réussi à traverser le temps. Oui, bien sûr. Il y a vraiment des personnages qui sont encore très très connus, d'autres totalement inconnus. Il y a vraiment une évolution
de la forme de jeu, mais aussi des mascottes, des symboles. Exemple, on va reprendre Sega. Au début, Sega, c'était pas Sonic, c'était simplement Alex Kidd. Et du jour au lendemain, crac, ils ont changé. Si je vous dis Nesquik, tous ceux qui de ma génération vont dire Gros Quick, alors que tous les boutons vont faire bah non, c'est Cookie, c'est le lapin. Bah, c'est exactement la même chose. Ce sont des grandes marques qui essayent de se démarquer avec certains personnages et vraiment une évolution. Ramenez-nous tous les médias. Ramenez-nous Gros Quick, s'il vous plaît. Ramenez-nous Gros Quick, c'est important. Nicolas, l'autre, si tu veux bien. Voilà, vous êtes développeur de jeux, vous travaillez sur un jeu, mais pourquoi vous êtes mis dans l'idée de développer un jeu, non pas, on dirait, actuel, même si votre jeu est très actuel, mais en tout cas avec un look, avec une idée rétro, et en partant d'un jeu qui existait il y a 20 ans? Oui, on peut dire que c'est toujours un jeu d'un style rétro. En fait, ce que moi je trouve intéressant, c'est que si un jeu est bon, il passe le temps en fait. Il peut vieillir, il vieillira bien et il vieillira pas en fait, parce que si on prend toujours autant de plaisir à jouer avec. Et faire du jeu rétro, c'est un peu ça, c'est de retrouver les moments qu'en fait, nos vieilles consoles, il y avait moyen de s'amuser aussi bien qu'avec les consoles d'aujourd'hui, et qu'il ne faut pas forcément des prouesses technologiques pour arriver à faire un bon jeu. Alors, est-ce que le rétro gaming, justement, c'est l'apanage des bons gameplay, des bons modes de jeu, si on veut traduire en français, des bonnes mécaniques de jeu? Il y a ça, et la nostalgie aussi d'un visuel qui était très différent aussi, qui avait d'autres codes, et qui finalement n'était pas moins bien, c'était un autre monde, et cet autre monde-là, il peut toujours cohabiter avec les jeux actuels, en fait. Et vous qui présentez justement dans des conventions, dans des festivals comme le nôtre, votre jeu très régulièrement, et qui vous confrontez au public, quel est le regard des gens qui sont habitués à jouer à la PS4, au dernier Xbox, quand ils découvrent votre jeu? Est-ce qu'il y a d'abord un a priori? Est-ce qu'ils s'y mettent facilement dedans? En général, les gens se mettent assez facilement dedans. Ils sont assez surpris de voir qu'il y a des gens qui font encore des jeux sur une vieille console, parce qu'au début, ils sont persuadés qu'ils jouent à un vrai vieux jeu de l'époque. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir des tout petits bouts de chou qui avaient 4-5 ans qui y jouaient, et qui en plus s'en sortaient plutôt pas mal. Et qui prouve qu'en fait les anciens jeux sont aussi fun que ceux d'aujourd'hui, et les gens se posent pas vraiment la question en fait. Et du coup, ils vous prennent pas pour des has-been? Ils se disent pas, ils sont un peu couillons ceux-là de développer sur des anciennes plateformes avec d'anciens mécanismes? Ils se disent pas pourquoi ils développent pas voilà, des choses actuelles sur tablette, sur ce qu'on veut? Quel est le rapport aux gens justement? Alors ce qui est sympa, si ils se posent cette question-là, il y a le pourquoi. Et en même temps, il y a le côté magique aussi pour les plus jeunes de découvrir la machine sur laquelle on développe en fait. Parce que souvent, ils ne connaissent pas cette machine-là. D'ailleurs, cette machine, c'est assez mal vendu. Donc, dans le milieu des hardcore gamers, tout le monde sait ce que c'est comme machine. Mais c'est vrai que dans le public plus large, les gens découvrent une machine. Et en fait, finalement, c'est même un plus parce qu'ils découvrent notre jeu et ils découvrent aussi quelque chose qu'ils ne connaissaient pas mais qui les intrigue. Oui, une machine qui a marqué quand même. Hein. C'est-à-dire que les développeurs l'aiment beaucoup, cette machine. Alors, elle n'a pas eu un succès public suffisant, puisque c'était la dernière machine de Sega en l'occurrence, mais c'est une machine qui a marqué quand même et que les développeurs aiment bien, parce que c'est un process facile, entre guillemets, si je puis dire, pour développer avec la plateforme du système d'exploitation. C'est ça, elle est très facile à coder en fait, et en plus, en tant que petit développeur indépendant, il ne faut pas pirater la machine pour pouvoir coder dessus en fait. Et donc elle est très simple d'accès. Bon, je relativiserai la notion de facile quand même, hein, si je puis me permettre, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est relativement facile d'accès. Tony, s'il te plaît, justement, donc toi qui es vice-président de cette association, on fait régulièrement, je dis on parce que voilà, moi aussi je suis de cette association et je m'intègre là-dedans, on fait régulièrement des événements, on était à la Flèche au salon du jeu vidéo, qui est un salon du jeu vidéo qui présente des jeux récents, par exemple, il y a 15 jours ou 3 semaines. En quoi, justement, le rétro gaming est pour toi encore aujourd'hui d'actualité? Alors on va dire que moi je pense être un peu le type de rétro gamer classique, c'est quelque chose, enfin c'est les consoles qu'on a eues quand on était pendant notre enfance, à l'adolescence, 10, 12, 15 ans tu vois. À l'époque généralement ce qui se passait c'est quand on avait la console chez nous, pour avoir celle qui sortait juste après on la revendait et on reprenait la plus récente. Aujourd'hui on est adulte, la nostalgie c'est un mécanisme du bien-être, donc ce qui nous a fait du bien dans notre passé ça revient aujourd'hui, on a envie d'y toucher à nouveau. On a du pouvoir d'achat, on rachète les consoles qu'on a eues quand on était gamin, et on se rend compte que le mécanisme marche toujours. Ce que je trouve intéressant, moi, dans le rétro, c'est que contrairement à certaines productions actuelles qui sortent, c'est que le mécanisme fonctionne toujours. Il y a un mécanisme qui faisait que c'est toujours intéressant d'y jouer. On se rend compte que même si le graphisme était quand même assez simple à l'époque, même s'il y a quand même un gros travail de graphisme toujours derrière,
ça n'a pas vieilli, quoi. Ça n'a pas pris une ride. Le mécanisme fonctionne toujours aussi bien avec des rétro-gamers comme nous que des gamins qui ont 10-12 ans encore aujourd'hui, tu vois. On va partir, par exemple, quand on fait des manifestations comme ça, je ne sais pas si vous avez joué, mais le Pong, par exemple, qui est quand même, voilà, les origines, il y a juste 2 barres blanches et un petit carré blanc, ben, les gens adorent y jouer, quoi. C'est quand même assez paradoxal quand on voit qu'on parle aujourd'hui de 3D immersive et de choses extrêmement complexes et complètes, que les gens adorent passer du temps avec 2 barres blanches et un carré blanc, quoi. La simplicité, c'est ce qui fait que ça marche. Enfin, pour encore parler de mécanisme de bien-être, le Pong, c'est quelque chose que des parents ont connu pendant leur enfance. Ils font découvrir ça à leurs enfants aujourd'hui. Et les gamins, tout simplement, ça leur fait plaisir de partager quelque chose avec leurs parents. Et vu que c'est simple, ça marche tout de suite. Alors, je m'adresse sur 3, justement. Est-ce que le rétro gaming, par exemple, une console avec seulement 2 boutons, est peut-être une porte d'entrée intéressante, justement, pour découvrir le jeu vidéo pour les plus jeunes Pour faire très simple, le gros avantage du rétro gaming, selon des scientifiques, un enfant à partir jusqu'à 5 ans n'a pas de notion de 3D au niveau de son déplacement. Donc si je prends n'importe quel FPS, tant que la personne n'a pas au minimum entre 5 et 6 ans, elle est obligatoirement perdue. C'est comme ça, c'est la nature humaine qui a voulu ça. Donc l'avantage du jeu vidéo rétro, c'est qu'à l'époque c'était de la 2D, soit on va à gauche, soit on va à droite. Donc forcément, très rapidement, surtout avec un contrôle très simple, on a du plaisir. On prend Pong, c'est l'extrême, donc c'est juste haut ou bas. Après, je prends un Mario, n'importe qui a Mario comprend que s'il va à gauche, il est coincé, il va partir sur la droite. Et là, en moins de 20 secondes, du plaisir. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Je me mets au défi de trouver un jeu récent et en moins de 20 secondes, de comprendre ce qu'on doit faire. Justement, je vais faire rebondir, mais pas trop fort, parce que ça peut faire mal sur la chaise, Nicolas. C'est pareil, vous avez une mécanique de jeu qui est assez simple et une prise en main rapide, quoi. On peut comprendre le jeu, on le voit bien, là, quand on fait la démo en bas, les gens, hop, ils arrivent, et ça y est, ils jouent en 1 minute, quoi. Alors, c'est vrai, pas vrai. C'est vrai parce qu'on est parti d'un... il y en a qui ont joué juste avant, on est parti d'un Bomberman de base. Après, on a ajouté des notions en plus. Donc on retrouve en fait ce qu'il vient de souligner sur le fait que les jeux actuels demandent un peu plus de pratique. En général, il faut que je sois là pour expliquer les mécanismes du jeu, parce qu'on était un peu plus loin, et une fois que les gens les ont intégrés, alors il n'y a plus de soucis. Mais il y a plusieurs couches, on peut dire. C'est-à-dire que sur un jeu rétro, c'est vrai qu'on peut le prendre en main rapidement, et après Mario, on peut s'amuser, on peut le triturer dans tous les sens, faire des high scores, faire des trucs, mais en tout cas, on peut avoir une facilité d'accès au départ, et la lumière arrive au bout d'une demi-heure, et ça me fait bien plaisir, en tout cas, merci. Et en tout cas, ça reste... Au départ, on peut prendre facilement les choses en main, parce que maintenant, dans les jeux modernes, on a un tutoriel qui fait 3 heures avant de pouvoir commencer, quoi. Hein, on est bien d'accord. C'est quand même, on est loin de ça, même s'il faut le prendre un peu en main, quoi. Oui, mais il y a une phase obligatoire dans les jeux actuels où il y a le premier stage, c'est en général l'explication du jeu, et après on rentre seulement dans le jeu, ce qui n'est pas notre cas à nous. Voilà, une mécanique assez pointue. Tony, pour revenir sur ce principe d'actualité, on le voit, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui développent des jeux sur des consoles qui sont très anciennes. Alors quel plaisir on peut trouver à développer sur des consoles très anciennes? Quand je dis des consoles très anciennes, c'est parfois les consoles qui ont 30 ans. Il y a des gens qui développent sur Atari 2006, voire avant. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme plaisir en tant que développeur aujourd'hui, d'après toi, à développer des jeux comme ça? Alors, je pense que Nicolas pourrait peut-être répondre plus facilement que moi sur ce domaine-là. Elle est plus récente, là, sa console. C'est pour ça que je te posais la question sur vraiment les toutes premières, parce que c'est étonnant que les gens développent sur des jeux... Pour parler toujours de nostalgie, les personnes qui développent sur une console comme une Atari 2600 ou autre de cette époque-là, à l'époque, ils jouaient, c'était des gamins qui avaient la console chez eux. Aujourd'hui, le hasard a fait, la passion a fait qu'ils sont devenus développeurs, graphistes, tout ce que tu veux, un métier qui peut toucher aux jeux vidéo. Et donc, ils peuvent remettre le nez dedans, en fait. La nostalgie joue toujours, et ils peuvent participer à quelque chose qui leur a plu quand ils étaient gamins. Et voilà, tout simplement, je pense qu'il n'y a même pas besoin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que dans le principe, c'est ça en fait. Hein. Tu touches à quelque chose qui te plaisait quand tu étais gosse et tu as possibilité d'y participer encore aujourd'hui. Bon, alors pour terminer cette petite intervention, quel est selon vous, pour vous, l'avenir du rétro gaming? Parce qu'on parle de rétro gaming aujourd'hui, mais comment va-t-il évoluer? Alors on ne va pas chercher à définir exactement ce qu'est le rétro gaming, parce qu'il y a un peu 50 millions de définitions différentes, mais du coup les jeux évoluant, le rétro gaming c'est quoi? C'est l'histoire du jeu vidéo, et du coup elle va se poursuivre, il faudra l'entretenir, c'est un peu ça? Oui, il faut vraiment continuer cette passion. Là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu nos consoles, mais qui ont connu les leurs, sauf que dans 20 ans, seront totalement dépassés. Après, le seul bémol, c'est que malheureusement, ou heureusement, bon, là c'est pareil, c'est un autre débat, on arrive beaucoup sur du dématérialisé. Donc, tiens, ce jeu c'est sympa, 2 clics sur internet, clic, je vais sur l'eShop, ou comment on appellera comme on veut, et le jeu, je peux y rejouer. Mais
il n'y aura pas la sensation physique. Après, il y a beaucoup de jeux en ligne, mais malheureusement, je me rappelle encore, je ferme les yeux pendant 2 secondes, quand j'avais 15 voire 20 ans, des grosses soirées avec tous les copains, avec la console. Et ça, malheureusement, on commence à s'en éloigner, mais voilà. J'espère que cette fibre va perdurer, mais on est tous comme ça. La disparition du support. Mais on voit que justement des développeurs actuels développent encore sur Neo Geo, par exemple, et sortent des vraies cartouches encore. Donc il y a des rebelles un peu dans ce domaine-là. Vous allez sortir votre jeu de quelle manière? Vous en dématérialisez? Je pose la question, mais je le sais un peu. Ou alors avec un vrai support physique? Non, le but c'est d'avoir un vrai support physique. De toute façon, en dématérialisé sur les Dreamcast, ce serait très compliqué, je pense. Mais non. Vous pourriez l'adapter sur une autre plateforme, peut-être? Alors ça c'est envisageable, on verra un peu par la suite. Là on se cantonne à essayer de le finir d'abord sur cette machine-là. Mais c'est vrai que le côté qui est sympa dans le rétro gaming, c'est surtout... En fait ça vieillit pas. Les films, les séries, tout ça, ça vieillit et ça parle qu'aux nostalgiques qui l'ont vécu à l'époque où c'était sorti. Ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a d'abord un mécanisme de plaisir pur, juste de gameplay. Et donc ça peut vieillir visuellement, mais si le jeu est bon, il va rester en fait. Une dernière question à évoquer qui est importante et que nous défendons dans l'association Rétro-Taku, c'est éviter que cette mode devienne une pompe à fric ou que des gens en profitent de manière éhontée. Et on essaye de présenter aux gens qu'on rencontre, comme vous aujourd'hui, de leur donner quelques conseils en leur disant vous faites pas avoir, achetez pas... tu me parlais, Nicolas, d'une NES à 700 € sur Internet. Je crois qu'il faut que des associations comme la nôtre et des gens qui sont acteurs dans ce domaine-là, Tony, je vais te laisser la parole parce que c'est quelque chose qui est important pour l'association Rétro-Taku, qu'on dise aux gens, allez voir des associations, allez vous renseigner, mais laissez pas cet amour du rétro gaming devenir n'importe quoi. Au début, on a pas mal bataillé pour trouver du matériel, etc. Aujourd'hui, on a la chance d'être une asso sur le local, en tout cas, où on est quand même assez connu maintenant. Donc on a pas mal de dons et on remerciera toujours les gens qui nous donnent leurs vieilles consoles, leurs vieux jeux, etc. Parfois, on reçoit un courrier dans la boîte aux lettres et puis ouais, j'ai ça à vous donner, ça nous fait plaisir de vous le donner. Alors ça, c'est miraculeux. Après, aujourd'hui, comme tu dis, il y a une forte spéculation, des pièces soi-disant rares qui ont été vendues à l'époque à des millions d'exemplaires et qu'on trouve aujourd'hui sur Internet à plusieurs centaines d'euros. Donc je dirais que le rétro gaming, tout simplement, ça va continuer de ce côté-là, malheureusement, tout pendant qu'il y aura des gens capables de mettre une somme folle pour acheter spécifiquement un jeu. Le jeu, il a la valeur qu'on veut bien y mettre. Après, tout pendant qu'il y aura des personnes qui seront prêtes à claquer 1000 € dans une pastille, forcément, ça continuera à dégénérer. Donc oui, si vous avez des vieilles consoles dans votre grenier, dans votre garage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à donner, pas forcément à nous. Il y a des tas d'assos partout en France qui ont besoin de matériel pour continuer à vivre. Donc il faut donner, il faut surtout pas acheter, et puis voilà, tout simplement, quoi. Et plutôt que de se faire un peu de sous sur le bon coin, mais si ça peut être toujours important. Ce qui est important, c'est la valeur culturelle de ces pièces. Mathieu Chaumont, le président de cette association, est dans le Main Libre aujourd'hui. C'est notre partenaire, il est disponible à l'entrée. Il nous a soutenus sur cette manifestation. Il disait quand même que ce qui est quand même important dans ces objets-là, dans ces jeux qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que c'est quand même un héritage culturel. Je pense que Nicolas, tu diras pas le contraire, vous écrivez là-dessus. C'est un héritage culturel qu'il faut préserver. Oui, bien sûr. Il faut que ça reste, il faut que ça vive. Arrêtez de les mettre dans des placards, sortez-les. Malheureusement, je connais beaucoup de personnes qui ont eu enfin ce fameux jeu tellement rare, Tagadas Prince-Pain, et craquent sur l'étagère. Non! Le but d'un jeu, c'est jouer. Donc vos vieilles consoles, je vous promets, sortez-les de temps en temps, ça leur fera plaisir. Ça vous donnera plein de souvenirs, mais continuez de les jouer, c'est quelque chose d'extraordinaire, des souvenirs, tout simplement. Et ben voilà, on va terminer sur cette bonne note, cet petit échange. Je vous demande d'applaudir Nicolas et Tony, je les remercie. Vous retrouvez ce Nicolas-là dans la salle de l'inventaire, c'est là où il y a le bar à côté, en plus c'est très sympathique pour qu'il vous présente son jeu, mais vous pourrez aller jouer dans un instant dans la salle de ciné numéro 2. Vous retrouvez l'autre Nicolas des éditions Pixel Love dans la cour, et croyez-moi, il y a de la passion à partager. Tony se balade un peu partout, il est comme nous, mais n'hésitez pas à aller le rencontrer si vous avez des questions à lui poser. Dans un instant, c'est le jeu, un peu plus tard dans la journée, il y aura le quiz, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y aura des super cadeaux à gagner. Il y aura une autre conférence ce soir à 18h qui sera plus axée sur le développement du jeu Dynamite Dreams, si cela vous dit. Merci à vous, passez une très belle après-midi en tout cas dans cette MJC. À tout à l'heure. Si tu veux bien, Pierrick. Ah, voilà, on va échanger un petit peu avec Nicolas, qui était là tout à l'heure et qui est présent sur ce salon. Rebonjour Nicolas. Tout le monde ne t'a peut-être pas déjà vu, ça va bien? Ça va très bien. Les gens depuis tout à l'heure sont contents de jouer à Dynamite Dreams? Ça n'a pas arrêté jusqu'à maintenant, donc c'est nickel. Bon, alors ils pourront rejouer tout à l'heure. Vous allez nous présenter ce jeu dans un instant. Nicolas, tu vas nous le présenter. Je vais te vouer, c'est ridicule. Et juste à côté, nous avons nos amis de Ramburger. Je vais vous présenter rapidement. Antoine, donc alors l'émission Ramburger, il faudra peut-être... On va la présenter juste après, voilà. Antoine et Laurent.
Merci, messieurs, d'être là. Antoine et Laurent sont les initiateurs d'une émission qui s'appelait Ramburger. Je vais vous laisser vous présenter dans un instant, qui a été faite il y a quelques années, dirons-nous, ici même, à Radio Alpa. Radio Alpa, c'est juste à l'étage au-dessus. Et ils faisaient une émission d'actualité sur le jeu vidéo. Il se trouve, je vais vous la présenter dans un instant, que cette émission aujourd'hui est devenue rétro, et ils ont eu la bonne idée de nous la proposer parce qu'ils ont retrouvé les cassettes, ils vont nous raconter ça. Et justement, on peut la retrouver aujourd'hui sur Internet. Ceux qui suivent Retro Taku ont pu voir évidemment qu'on en avait parlé. On vous avait invité dans un JT du Retro Gaming et on est très heureux que vous soyez là pour nous en parler aujourd'hui. On va commencer, si vous le voulez bien, par Dynamite Dreams avec Nicolas. Et on va revenir un petit peu sur cette aventure de développement d'un jeu, puisque vous avez décidé de développer un jeu. Allez, on va appeler ça néo-rétro, c'est-à-dire que c'est un jeu d'aujourd'hui, mais avec des codes anciens. Oui, c'est ça. Pour l'anecdote, quand on a commencé, le style était déjà un peu rétro, mais la console n'était pas encore vraiment rétro. Parce qu'on a commencé. Vous avez développé sur Dreamcast, hein? Oui, sur Dreamcast, ouais, c'est ça. On avait choisi cette plateforme-là parce qu'elle était accessible facilement sans devoir la pirater, en fait. Et vous avez développé un jeu qui était inspiré donc, de Bomberman, qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Pourquoi une inspiration? Est-ce que... alors ça faisait partie intégrante, parce que je connais un peu l'histoire du coup, d'un autre jeu. Au départ c'était un mini-jeu dans un jeu, et puis du coup le mini-jeu est devenu jeu, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En fait on avait commencé à faire un jeu de plateforme, mais on s'était lancé dans un projet beaucoup trop gros. Et dans ce jeu de plateforme, quand on finissait un stage, on gagnait un mini-jeu. Et un des mini-jeux, c'était un clone de Bomberman, supra basique. Et au bout d'un moment, on s'est dit que c'était plus intelligent de se focaliser là-dessus et d'essayer de faire des variantes à Bomberman et de lui ajouter quelque chose de particulier qu'on ne pouvait pas retrouver dans un Bomberman classique, en fait. Alors on va essayer de voir un petit peu comment voilà, se poursuit cette aventure. Ça fait combien de temps que vous développez ce jeu? Alors ça fait super longtemps. Donc comme je l'ai dit, je pense qu'on a commencé à bosser sur la Dreamcast, on devait être en 2003-2004, donc elle n'était pas morte depuis super longtemps. Et le Bomberman-like, on l'a commencé, je crois, en 2007, un truc comme ça. Il faut savoir qu'on travaille sur nos temps libres, c'est pas notre métier. Et donc du coup ça prend beaucoup de temps. Vous prenez le train pour faire beaucoup de routes pour venir sur des conférences ou des festivals, on vous en remercie d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ça prend du temps aussi, on ne développe pas pendant ce temps-là. Mais c'est vrai que ça m'intéresse, c'est que vous vous confrontez au public du coup qui peut découvrir le jeu, puisque vous pourrez jouer à Dynamite Dreams juste après si vous voulez, ça se passe juste en dessous, hein, c'est ça, je n'ai pas dit de bêtises. Oui, après l'entrée. Et donc du coup, le retour des gens c'est important quand on développe un jeu? C'est super important, parce que vu que ça nous prend beaucoup de temps sur notre temps libre et qu'on n'en trouve pas toujours, on se remet souvent en question de savoir si ce qu'on fait ça vaut le coup. Et le fait de venir à des événements comme ici et de faire jouer les gens, on se rend compte que oui ça vaut le coup parce qu'on le fait pour que les gens s'amusent et on voit que les gens s'amusent. Bon, alors quand on veut développer un jeu aujourd'hui avec l'aspect rétro, comment ça se passe? Vous êtes une équipe de 45 ou pas? Presque. Presque 42. Un peu moins. 42. Ouais, on est deux. Deux, voilà. On est deux. Ça se répartit comment la programmation d'un jeu aujourd'hui? Alors là c'est assez simple, c'est Julien mon acolyte qui n'est pas là aujourd'hui, qui est programmeur et on s'est rencontrés parce qu'il cherchait un graphiste et voilà je suis graphiste. Et vous êtes parti sur cette idée de jeu. Qu'est-ce que vous avez apporté, je dirais, comme particularité du coup, parce qu'on cite Bomberman qui a été la base, mais du coup vous avez apporté plein de choses dans votre jeu qui n'étaient pas au départ dans Bomberman. Vous avez inventé des mécaniques de jeu. Oui, en fait le but c'était de se différencier, la base est la même clairement, mais c'était de ne pas reprendre toutes les idées d'options qu'il y avait dans un Bomberman, mais de partir dans des directions qu'eux n'avaient pas pris. Et donc on s'est basé sur des concepts de jeu qu'on retrouvait par exemple dans un FPS, comme du capture de flag ou des choses comme ça, où on a repris aussi le mode cache-cache qui a été repris directement de Pac-Man Versus, pour ceux qui connaissent, sur GameCube. C'est un Pac-Man qui joue avec une Game Boy Advance et la GameCube en même temps, puisqu'il y a des écrans sur les manettes Dreamcast, et donc on s'est dit que ce serait sympa d'en profiter aussi pour faire un gameplay asymétrique comme il y a sur Wii U. Et voilà, donc... Vous aviez d'ailleurs, parce qu'on parle du Wii U, vous avez utilisé la cartouche mémoire de la Dreamcast qui peut afficher un peu de graphisme. Comment vous l'aviez utilisé? C'est ça, en fait, elle a un écran assez simple, et en fait elle calque ce qu'on voit à l'écran. Et donc il y a un des modes de jeu où on a plongé le stage dans le noir, et celui qui joue le personnage caché voit tout sur l'écran de sa manette, comme on peut trouver sur la Wii U. Finalement, vous c'était avant. Oui, c'est ça qui est amusant, c'est que finalement on n'a toujours pas sorti notre jeu, mais qu'en fait quand ils ont présenté la Wii U, ça nous a fait rire, parce qu'en fait ça faisait déjà longtemps qu'on faisait ça en fait.
Oui, les bonnes idées étaient déjà là. Comment on fait pour aujourd'hui proposer aux gens un jeu comme celui-ci, puisque vous êtes sur une plateforme ancienne? Comment on fait pour le faire connaître, pour le distribuer, pour espérer un jour le vendre, toucher des gens? Comment ça se passe quand on développe un jeu sur une console qui a quelques années, comme on l'a dit tout à l'heure? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle Je te remercie. pas la bonne réponse. En tout cas, en venant dans des événements comme celui-ci, déjà le montrer, le faire connaître. Et après, il faut que ça tourne sur la toile. Un truc qui est bien, c'est que le rétro gaming est en plein boom pour le moment. Et donc, les gens recherchent des nouveautés sur les vieilles machines qu'ils avaient, puisqu'il n'y a pas de nouveautés. Et donc, ça parle comme ça, de bouche à oreille, et ça marche. Parce que la finalité, on l'a évoqué rapidement dans la première conférence, mais on va le revenir dessus, c'est que vous voulez sortir un vrai jeu, comme à l'époque, sur un support physique, comme si on achetait un jeu Dreamcast à l'époque, très clairement. Tout à fait, oui, c'est ça le but. C'est vraiment, on l'a fait, c'est un peu un rêve de gosse, quoi, d'avoir fait son propre jeu sur la machine et qu'au final, on a un vrai travail pro, quoi. On parlait un peu de dématérialisation tout à l'heure. Justement, pour vous, c'est important d'avoir ce support, parce que vous auriez pu développer peut-être ce jeu sur iPad, sur tablette, sur ce qu'on veut, et vous l'avez développé sur une ancienne machine. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était important pour vous, ou c'est trouvé comme ça? De toute façon, sur cette machine-là, ça se pose, comme j'avais dit tout à l'heure, la question ne se pose pas, c'est obligatoire, on est obligé de passer par un système physique. Maintenant, à titre personnel, je suis un vieux gamer, et oui, donc je suis attaché quand même à l'objet, en fait. Et comme l'avait dit Nicolas de Pix tout à l'heure, il y a aussi ce côté de cet objet-là ne se perdra quelque part jamais. Si quelqu'un le trouve, il peut le jouer, il peut jouer avec des potes. Alors que quelque chose qui est dématérialisé, il se peut que la console crève et que en fait, le jeu, vous n'y ayez plus accès, ou qu'il faille avoir une connexion internet pour pouvoir y jouer, et le jour où ils ont décidé de couper les serveurs, le jeu n'existe plus. Alors que quand il est physique, il ne meurt pas. Et oui, c'est comme ça qu'on a des jeux qui ont 40 ans aujourd'hui ici, et s'il fallait jouer sur un serveur de l'époque, on ne pourrait plus. Donc bon, c'est une grosse question en tout cas de l'avenir du jeu vidéo, ça. Quel est l'avenir pour le coup de Dynamite Dreams de ce jeu? Est-ce que, parce que c'est un parcours compliqué, mais est-ce que vous avez un objectif de date, d'une sortie physique de ce jeu? Alors comme c'est sur nos temps libres, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à mettre de date de fin. Là, clairement, je pense que pour les gens qui ont joué, il est clairement pratiquement fini. Donc on rentre vraiment dans la phase où on va prendre le process on va se diriger vers vraiment l'impression CD. Ça serait cool qu'on le termine sur cette année-ci, mais on ne peut pas le promettre parce qu'il faut voir aussi le temps qu'on va trouver pour mettre ça en place. Bon, on vous suit de toute façon, puis les gens trouveront l'information sur la page Retrotaku, puis votre site internet, Dynamite Dreams. Voilà, vous tapez Dynamite, tu peux le redonner si tu veux. Le site c'est Alice Dreams, oui. Parce qu'en fait ça vient du jeu de plateforme à l'origine qui s'appelait Alice Dreams. Si vous tapez Dynamite Dreams dans Google, vous allez le trouver. À savoir, le site va changer d'ailleurs, parce que c'est un vieux site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Oui, allez le voir. Et puis de toute façon, sur Retrotaku, on a bien sûr l'obligation, maintenant qu'on vous connaît bien et on sait que ce jeu est formidable, de communiquer sur la sortie de ce jeu qu'on attend impatiemment. On va passer la parole, si tu veux bien, à nos amis à côté, parce que ça, c'est une aventure. Les jeux vidéo, c'était il y a longtemps, et vous, les jeux vidéo à l'époque, c'était pas rétro, c'était des jeux vidéo tout court, en fait. Exactement. Alors dans vos émissions, ce qui est drôle, c'est que nous, quand on les réécoute aujourd'hui, vous nous sortez, et mon Dieu, il y avait ce super pad sur NES qui était sorti, etc. Et du coup, comment vous est venue l'idée de ressortir ces émissions qui étaient des émissions d'actualité à l'époque et qui sont devenues des émissions rétro aujourd'hui? Là, je vais repasser la... c'est ton collègue qui peut répondre. Au créateur de l'émission, Hamburger, c'était une émission de radio qui existait depuis 1985. Donc il y en a certains qui étaient peut-être même pas nés. Il y a des chances, malheureusement, mais nous ne faisons pas trop mal. Il était diffusé donc, sur diverses radios locales en Sarthe, dont Radio Alpin à la Tout à fait. Donc entre 1985 et 1995. Donc c'est Laurent, le créateur de l'émission. Alors c'était quoi cette émission, Laurent, au départ? Au départ, c'était juste une bande de potes qui avaient le même ordinateur, un ZX Spectrum, une machine encore plus vieille que la plupart des consoles que l'on connaît, c'est-à-dire que ça date de l'époque des consoles Atari, CBS ColecoVision, et voilà. Et le Commodore 64, on était donc tous propriétaires, on va dire, de la même plateforme, et on avait envie de communiquer. Il n'y avait pas vraiment d'émissions sur les jeux vidéo, les consoles, et en fait, à force de squatter les locaux d'une radio, mais pour d'autres raisons, parce qu'en fait on gagnait des places de cinéma et puis on y était pratiquement tout le temps, quoi. Et ils nous ont dit on cherche des gens pour faire des émissions, est-ce que vous êtes intéressés?
Et comme ça est parti le concept de Hamburger, tout simplement. Avec, donc vous traitiez l'actualité du jeu vidéo de manière un peu folle, parce que quand on écoute les émissions, c'était la franche rigolade, quand même, aussi un petit peu, c'était bordel, quoi. Voilà. Mais ça me plaît, il n'y a pas de problème. Mais c'était un peu le bordel, la bonne humeur. Vous nous avez ramené la choucroute dans le studio de Radio Alpa, ça n'a pas plu à tout le monde, parce que c'était des gros déconneurs, je peux vous assurer. Moi, j'ai appris un truc, une anecdote très drôle que je voulais qu'on partage, c'est que je ne savais pas, moi, à l'époque, mais que sur les radios, il y a certaines radios qui diffusaient des jeux sur les antennes de radio, parce que on pouvait à l'époque, avec les cassettes, enregistrer un jeu, ça pouvait même sur un vinyle. Et du coup, il y avait des émissions de radio où on pouvait diffuser et enregistrer. On se pluguait à la maison, on enregistrait. C'est un truc de dingue, ça. Oui, c'est un truc de dingue. Surtout que les gens qui ne savaient pas ce que c'était, en fait, ils avaient juste l'impression d'écouter le Minitel à travers leur radio. Ah oui, ça fait... Tout à fait. Et du coup, c'était un jeu au bout, quoi. C'est incroyable. C'était un jeu au bout. Hein. C'était, en fait, ils contournaient un petit peu la loi qui n'existait pas. Parce que la loi, on va dire, sur le piratage cassette, a dû sortir en 84. Jusqu'en 83, il y avait un gros flou juridique, et donc on pouvait s'échanger des cassettes de jeux, on copiait, en plus c'était facile. Hein, bah oui, parce que pour rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que les jeux étaient sur des cassettes audio, tout à voilà, fait. Ça émettait une sorte de signal, qui faisait un codage, et du coup, ce signal-là, on pouvait très bien le passer à la radio, et si on enregistrait à la maison sur une cassette, quand on le remettait dans son ordi, on avait le jeu vidéo. Tout à fait, sauf que, bien sûr, en termes de chargement, les gens qui avaient des consoles à cartouches étaient très contents. On allume, ça marche. En cassette, il fallait compter entre 5 minutes et 25 minutes pour charger un jeu. C'est ça. Voilà. Donc, on achetait par exemple un jeu, on va dire ça, une centaine de francs à l'époque, ce qui se prendra une dizaine d'euros maintenant. Donc, c'était pas forcément excessivement cher. On le ramenait chez soi, on avait lu quelques tests, et on attendait 25 minutes. Quand le radiocassette était bien réglé, parce que si le pitch était mal réglé, des fois ça passait pas. Et après, pour s'apercevoir qu'on avait acheté un jeu de merde. Ça pouvait arriver, malheureusement. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on se pliait aux magazines, éventuellement. On lisait principalement Tilt, il y avait pratiquement que ça, ou des fois dans SVM, il y avait des tests. Mais c'était relativement rare. Et puis justement, il y a des émissions qui sont arrivées à cette époque en même temps que la radio, en fait, puisque vous êtes carrément arrivé presque en même temps que la radio libre, etc. Donc vous êtes dans ce courant-là. Je reviens à ma question au départ, avant qu'on parte dans cette petite anecdote qui me plaît bien. Pourquoi avoir ressorti aujourd'hui et reproposé cette émission au grand public? Et voilà, vous avez un site internet, Hamburger, vous tapez ça séparé dans Google. Pourquoi avoir eu envie, justement, c'est la mode du rétro gaming, tout simplement? Vous vous êtes dit, tiens, c'est marrant de les ressortir, ou c'est juste vous, C'était oui, justement, parce que depuis quelques années, depuis le début des années 2000, la mode du rétro gaming est vraiment prendre l'ampleur. Et donc c'était, comme on avait quelques cassettes à partager, c'était de proposer aux gens justement, non pas de faire un commentaire sur le rétro gaming, mais d'avoir des actualités de l'époque en direct, sans commentaire 20 ans après. Donc c'était... Comme on pourrait voir un vieux magazine, en fait, tout simplement. C'est un vieux tilt, comme on disait, ou n'importe quoi. Donc on voyait, donc nous principalement à cette époque-là, donc c'est le début des années 90 plutôt, les cassettes. Donc c'était les époques avant la PlayStation 1, même avant la Mega Drive, même avant la Super Nintendo. Donc c'était donc c'était les ordinateurs Atari, Amiga, la première NES, la Mega, le Master System, etc. Donc voilà, c'était pour diffuser un petit peu l'enthousiasme qu'on avait à l'époque pour ces jeux-là, qui aujourd'hui, même sur un smartphone, font rire, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais on le disait tout à l'heure dans la première conférence, c'est que beaucoup de gens jouent, aujourd'hui on parlait de ZX Spectrum, etc., des consoles très basiques, si je puis dire. On le voit bien que c'est des mécanismes de jeu qui marchent encore, et les gens adorent passer du temps sur un Pong ou sur une Atari 2600 aujourd'hui et redécouvrent ça. Vous, en tant que joueur, vous avez continué à jouer, ou du coup la passion est revenue après, en retrouvant ces vieilles cassettes? Non, ça ne nous quitte jamais. Alors, vous jouez à quoi? Vous jouez aux jeux de l'époque? Vous jouez aux jeux récents? Est-ce que vous avez suivi les consoles? Ou est-ce que du coup vous êtes resté un peu à cette époque-là? Non, moi j'aime bien, je suis l'évolution des jeux vidéo, donc j'ai toujours suivi l'évolution des consoles, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien les jeux un petit peu à l'ancienne. Et comme ça revient un petit peu sur PC en ce moment, etc. Les vieux jeux à la Baldur's Gate, pour ceux qui connaissent, qui renaissent. Mon premier jeu sur PC, je connais bien. Voilà, en disquette 5 un quart. Voilà, ça revient sur PC. Il y a justement avec les fameuses financements Kickstarter, etc. Ça permet de financer des équipes de passionnés qui font vraiment des jeux comme à l'époque. Mais j'aime aussi tous les jeux qui sortent actuellement. Je ne sais pas, je pourrais pas citer de nom, mais bon. Voilà, vous n'êtes pas resté dans les années 80. Et toi, Laurent? Moi, en termes de console, je suis
voilà, je dois avoir encore une PS2. On va dire en console récente, entre gros guillemets. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est dans notre expo rétro gaming quand même. J'ai commencé en tant que joueur sur ordinateur, je continue toujours à jouer sur PC, sur une plateforme ancienne, mais qui permet quand même de jouer à des jeux, on va dire, sympas. Un petit peu de MMORPG, un petit peu de Warcraft, un petit peu de Star Wars Old Republic, enfin des choses un petit peu, on va dire, qui restent, sur lesquels on peut éventuellement encore jouer en solo, parce que maintenant il y a beaucoup de jeux, même en MMORPG, où si on ne joue pas en équipe, donc si on n'a pas de vie sociale et pas de famille, ça arrive, malheureusement. On peut difficilement effectivement faire monter ses persos. Sinon à côté j'ai conservé quand même certaines consoles comme ma Dreamcast pour un jeu particulier qui est Metropolis Street Racer, qui est sorti malheureusement trop tard sur la console parce que ça leur a permis d'avoir vraiment de la prolonger si Sega avait eu, on va dire, une politique commerciale un petit peu plus agressive, et qui a donné quand même suite après aux 5 volumes qui sont sortis après sur Xbox, qui est donc Project Gotham, qui était quand même le jeu le plus vendu sur Xbox, qui en fait à la base avait été développé pour la Dreamcast. Mais qui est sorti sur notre console, parce que la sorti sur la 360 par la suite, et donc ça reste quand même un excellent jeu, on va dire, de voiture, avec qui sortait un petit peu du contexte. On gagne de l'argent, là on gagne plutôt de la réputation, des kudos, et le jeu, même s'il n'était pas, on va dire, très très complet, parce que le nombre de voitures n'était pas aussi limité que dans un Gran Turismo, gardait le côté fun. Là, on faisait du drift, on jouait avec des voitures qui étaient des voitures de grande série principalement, donc ça reste fun. À côté de ça, j'ai gardé quand même aussi, à part la Dreamcast, une console beaucoup plus ancienne, même si à l'époque, elle est sortie au moment où on a arrêté l'émission de radio, j'ai gardé ma Nintendo 64. Pour GoldenEye. Oui, avec un jeu mythique évidemment sur cette console. Et aussi pour faire découvrir à mes petits-enfants, bah oui, on arrive à un âge où on a des petits-enfants maintenant, et oui. Et je leur fais découvrir Mario Kart. Ce qui effectivement est, je dirais, sur une NES, ils n'ont pas encore les mouvements, qu'une manette, ils y arrivent. Donc maintenant, c'est Mario Kart. Et à côté, j'ai fabriqué ma borne d'arcade pour leur montrer. Et en fait, ils s'accrochent bien sur des choses comme Pac-Man, alors qu'ils sont capables de jouer sur un smartphone, même très jeune, à des jeux très compliqués. On leur donne une manette, 3 boutons, ils sont contents. Et oui, ça marche très fort. Et c'est justement ce qu'on présente aujourd'hui, évidemment. Alors, n'hésitez pas à les tester, évidemment. En tout cas, ce qu'on sent, c'est que la passion est toujours là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. N'hésitez pas donc à aller visiter. On donne l'adresse du site. C'est le webmaster qui peut la donner. C'est ramburger.com, donc RAM comme de la RAM d'ordinateur et burger comme hamburger. Et ben voilà, c'est une bonne compréhension de RAM et de burger, voilà, parce que c'était des joyauderies. Merci messieurs d'être venus nous parler de cette émission qu'on retrouve en tout cas sur le web, vous l'avez compris. Merci Nicolas, vous restez avec nous aujourd'hui, enfin toi tu restes avec nous parce que tu présentes ton jeu, donc n'hésitez pas à aller tester Dynamite Dreams. Ça continue, il y aura un quiz tout à l'heure à 21h. Et puis voilà, ça continue, Bomberman revient dans un instant dans cette salle. Très belle fin d'après-midi et bonne soirée à tous. On peut applaudir nos intervenants ? Allez, c'est le moment de vous parler du quiz qu'il y a eu à la MJC Pixel Event. Et oui, donc il y a eu un quiz. Et ce quiz, en fait, ça a été en fait un quiz sur le rétro, en fait. Donc il y a eu plusieurs questions. J'y ai participé à la première session de quiz parce qu'il y a eu 2 sessions, une dans la matinée et une dans l'après-midi. Et moi j'ai perdu la première manche parce que voilà, je suis pas non plus très fort et tout, et je me suis fait avoir par pas mal de questions. D'ailleurs, justement, tiens, je vais vous faire participer au quiz qu'il y a eu là-bas en vous posant 2 questions dont je n'ai pas su la réponse, et on va voir si vous avez su vous la réponse. Donc, par exemple, dans le jeu Mario et Luigi, quelle est la couleur de la salopette de Luigi? Est-elle bleue? Est-elle verte? Est-elle rouge? Ou est-elle jaune? Ah! Question. Je vous laisse répondre en tout cas dans les commentaires de Facebook, de Twitter, de mon blog ou même de la vidéo. Allez, la deuxième question. GTA, le jeu GTA, vous voyez quel est le jeu. Le jeu GTA a été programmé où ça? Au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France ou en Suisse? Allez, sur ce, je vous laisse répondre et on va voir qui c'est qui va bien répondre en tout cas. Sur ce, je vous laisse, je vous fais tous de gros bisous et je vous laisse sur la suite du reportage. Ciao! Le dimanche à la MJC Pixel Event, nous avons eu aussi du cosplay. Mon préféré allait vers Luffy de One Piece. Voici les images. De la viande, de la viande, de la viande! Un peu de patience. Mon estomac connaît pas ce mot.
Des fois, je me demande si tu n'as pas un estomac à la place du cerveau, Luffy. Je sais pas, mais là, j'ai dans la tête des images de bons steaks bien juteux et de buffets à volonté, c'est normal? Tu me désespères. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre. Il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, vont jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas, absent. L'appétit vient en mangeant. Vidons les futailles, y'a nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va. Mais c'est le petit groupe de Rondoudou qui a été sélectionné par le jury. Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Fatality. Laissez applaudir. Et voici la prestation des autres participants. Quand j'arrive dans le club en VIP, je suis admis. Les femmes sont toutes folles de mon beau Kigurumi. Je claque mes billets pour arriver à les saouler. Mais j'avais 20 € et j'ai dû payer 3 entrées. J'ai commandé un verre d'eau, mais personne vient me parler. Je suis seul, je suis sobre, j'ai très envie de me tuer. T'es un panda, reprends-toi, ta race est un danger. Lève les bras, drague-moi ça, et surtout n'oublie pas. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse panda. Fais la danse du pan, fais la danse du da. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse panda. Oh, je suis un panda. Vous ne m'aurez pas les chinois. Oh oui, je suis un panda.
m'aurais pas. Bravo les amis. Bon allez, j'espère que vous avez été sages. Voici ce que j'ai filmé quand des visiteurs de la MJC ont envie de déconner. Mesdemoiselles, votre mission, si vous l'acceptez, est de tuer cet homme et cette femme. Je compte sur vous. Bon courage.
mais attends, il ferme la vie là. Il ferme de la vie là. Comment je fais? Genre, je crève sans l'aide. Ça pipe pas encore, Elle va tellement la remettre, Niku, putain. Ça va tellement. Ouais, ça va les gars? Ah, je veux dire, hein. Manque d'honneur. Manque d'honneur. Ouais, sinon t'as vu le match hier? Ouais, c'est ça. Vous êtes mauvais, 23-0. C'est ça. C'est vrai qu'à la Zaga, c'est trop. Et on est à la MJC Pixel Event numéro 3 dans ce magnifique MJC Prévert où il y a Radio Alpa, il y a d'autres assos et tout. Et j'ai Mathieu qui est avec moi, qui est le président de Rétro-Taku. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc tu es le président de Rétro-Taku. Tout d'abord, qu'est-ce que Rétro-Taku? Rétro-Taku, c'est une association dont le but est de promouvoir le jeu vidéo rétro, en fait la culture vidéoludique.
dans sa dimension rétro pour son côté historique, culturel, amusant, retour aux sources, nostalgique, voilà, un petit peu tout ça. Donc notre rôle en fait c'est d'essayer de partager notre culture, de faire des... À la semaine, en fait, on se rencontre entre membres pour s'amuser entre nous et puis échanger des bonnes infos. Et puis on fait des événements comme celui-ci où là, on se montre au public et on essaie de faire de belles grandes choses. Surtout faire découvrir le rétro qui est franchement le meilleur moment où de nostalgie, retrouver la NES, retrouver la Sega, retrouver la Saturn, retrouver pas mal de consoles. Franchement, c'est une très bonne idée de ta part et de tous les organisateurs. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cet event en fait? Alors en fait, déjà c'est la MJC qui avait voulu faire un événement culturel qui change un peu. Et ils se sont rendus compte que, effectivement, enfin comme tout le monde, c'est que le jeu vidéo, c'est une culture, c'est vraiment maintenant défini comme une culture. Et donc ils ont fait appel à nous parce qu'on s'est rencontrés. Ils se sont dit tiens, pourquoi on ferait pas un truc? Donc on a fait un truc il y a 3 ans maintenant, puisqu'on a la 3e édition. Et ils nous ont dit on veut faire un truc dans la MJC Jacques Prévert. La MJC Jacques Prévert, c'est quoi? C'est les vieilles pierres du Mans. Le rétro, ça colle parfaitement. Il y a les salles de ciné. C'est labyrinthesque, je sais pas comment on dit, mais on va le dire. Et c'est amusant comme espace. On est vraiment dans les vieilles pierres, donc ça correspond franchement. D'accord. Donc on découvre que du rétro dans cet événement, que du rétro, de la plus vieille console, la toute première portable, comme la première console, etc. et tout. Ça doit vouloir beaucoup de sous déjà récupérer toutes ces consoles quand même, non? Alors les sous. Je suis pas trop fan de parler de sous puisque je considère ça comme étant un héritage familial ou un véritable héritage culturel. C'est comme un tableau qu'on a dans sa cheminée que l'arrière-grand-mère a amené sur un bateau des États-Unis ou autre. C'est un héritage. Donc effectivement, l'association est propriétaire de sa propre collection. Ça représente beaucoup d'argent, d'investissement personnel, de dons. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui donnent énormément. On peut bénéficier aujourd'hui d'un Guitar Hero World Tour sur PS2 parce que quelqu'un l'a donné. C'est pas rien. Il y a des passionnés qui se disent de toute façon Retro Taku est là pour transmettre un savoir, transmettre une culture, faire jouer les autres à des jeux auxquels on ne joue plus. Il y en a qui donnent encore. Bon, sinon il faut acheter évidemment. Mais du coup, oui, on a une collection qui commence à représenter un peu. On a une 30aine de télé. Ça, c'est maintenant, on va dire que ça vaut rien, mais dans 5 ans, on va en reparler. Et on a en tout une 50aine de consoles. Ici, on a une 30aine, mais une 50aine de consoles, des bornes d'arcade et beaucoup de pièces de collection. D'accord, ok. Donc en tout cas, là nous sommes le dimanche, donc le dernier jour de la MJC Pixel Event. Qu'est-ce que tu penses déjà de l'ambiance qu'il y a avec les visiteurs, etc. et tout? Qu'est-ce que tu penses aussi de tous tes bénévoles qui viennent bosser à fond sur cet event? Alors ce qui est génial, c'est que du coup il y a des personnes, les bénévoles, c'est toujours intéressant parce qu'on est dans une asso, c'est-à-dire qu'on vient bénévolement. On passe non pas 2 jours ici, mais on en passe 4 en fait à préparer, à installer et à désinstaller. Tout le monde donne de son temps tant qu'il peut, sans compter. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on arrive à déclencher même chez les gens à qui ça ne va pas rapporter d'argent, mais à qui ça ne va pas rapporter un salaire, qui sont là pour donner de leur temps justement pour les autres, et ça c'est un travail extraordinaire. Hier on a terminé, on a fermé samedi à plus de minuit. Ce matin on était tous au pied de guerre à 9h, alors que forcément on avait envie de dormir à un moment donné. Mais on est là aussi pour faire plaisir aux autres, et c'est ça qui est génial dans une association, c'est que c'est un rassemblement de personnes. Il y a toujours des personnes qui viennent de différents milieux, mais on arrive à faire des choses ensemble et à aller de l'avant. Et c'est un travail extraordinaire. Entre notre asso, l'association des Bruyères qui tient l'atelier Perles Art Passé, la MJC qui est là également pour toute l'infrastructure, et toutes les personnes qui sont là également en visiteurs avec le grand sourire jusque-là, qui repartent contents, c'est un vrai bonheur. Ok. Bon, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions, Mathieu. Merci pour cet event parce que franchement, moi j'ai kiffé déjà jouer à Bomberman de 21h jusqu'à minuit. Même si j'ai un message à ceux qui regardent, on ne tue pas la mariée, s'il vous plaît. Jamais tuer la mariée. On est d'accord. Allez, sur ce, je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à un prochain vidéo. Par contre, c'est où la sortie? Je pense que c'est par là. Non?
Non. Non, Bon, bah, ouais. Ça va, hein. Ceci clôt ce reportage sur la MJC Pixel Event. Ce fut un très bon moment. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres articles sur le blog et d'autres reportages. Gros bisous, ciao.